Orthoptiste spécialisé dans la prise en charge des sportifs en général et du handisport en particulier, je reçois aujourd'hui Marc Mélé. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un orthoptiste, membre du collectif Orth Atlantique, spécialiste de la prise en charge de sportifs, valides et handisport. Il nous raconte comment il les aide à augmenter leur performance. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Aujourd'hui, nous recevons un orthoptiste, Marc Mélé. Salut Marc. Salut Sébastien, merci pour Merci. l'invitation. Merci à toi d'être présent. On va parler donc d'orthopsie, évidemment, hein. Comment tu en es arrivé là? Moi, j'aime bien avoir ce background un petit peu. Comment tu es arrivé jusqu'à travailler avec Orth Atlantique et Ouais. notamment tu as une spécificité et tu vas nous en parler, cette certification et ce travail avec le handisport, la prise en charge du sportif. Ça m'intéresse beaucoup, étant moi-même sportif. Tu vas nous parler de tout ça. Mais avant tout, je vais te demander de te présenter toi-même, s'il te plaît. Et ben donc Marc Mellet, donc oui, en effet, je suis orthoptiste depuis 2019 de la promotion de l'école d'orthopsie de Nantes, de la même promotion d'ailleurs que Nadja et Hermel qui ont été sur tes D'accord. vidéos. J'ai vu. Voilà, donc en 2009, j'étais diplômé, je suis parti sur Ancenis, donc c'est entre Angers et Nantes, chez une ophtalmo, le docteur de Goulet, où on faisait de la consultation polyvalente, donc celle la DMLA, glaucome, consultation lunettes classique. En salariat? Et en salariat, ouais. Donc ça, c'était 2009 à 2019. Et en même temps, de 2010 à 2014, j'ai travaillé avec Corinne Grand, qui est une orthoptiste libérale. Parce que le mercredi, on ne travaillait pas avec le docteur de Goulet. Donc le mercredi, j'en ai profité pour travailler en libéral, faire mes armes à ce moment-là. Parce que c'est vrai que sur l'école d'orthopsie de Nantes, on était beaucoup formés pour le salariat, beaucoup moins pour le libéral. Donc c'est vrai que ça a fait du bien de suivre au départ Corinne sur ses consultations. Et puis ensuite, je me suis lancé. Et puis donc voilà. Et puis j'ai arrêté en fin 2014 que j'ai eu ma première fille. Et donc, fallait s'en occuper le mercredi. Bref, toute une histoire. Mais sinon, j'ai continué jusqu'en 2019 avec le docteur de Goulet. Et c'est à partir de 2018, en fait, que j'ai commencé à me dire, bah, ce serait peut-être pas mal de me lancer totalement en libéral. Et je voyais que dans le sud de la France, il commençait à avoir des prises en charge des sportifs, notamment dans les clubs de rugby. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, du côté de chez moi, juste à l'est de Nantes, il n'y avait pas de cabinet d'autopsie. Donc je me suis dit, bah, ce serait peut-être pas mal que j'ouvre mon cabinet dans cette zone-là. Et je savais qu'Armelle Mélusson était à la clinique Jules Verne. Donc j'ai voulu la contacter, c'est une copine de promo, comme je disais. J'ai voulu la contacter pour lui demander voilà, si ça gênait pas, si je m'installe. Enfin bref, voilà, pour bien faire les choses. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoute, moi je travaille, j'ai ouvert la société Horta Atlantique, et puis tu me parles de la prise en charge des sportifs, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu lancer, mais toute seule dans une consultation, c'est pas évident de lancer ça. Donc si tu veux, bah, on fait affaire et puis tu rentres associé dans la société et puis on s'occupe des sportifs tous les deux. Donc bah, vu que je la connaissais depuis 2006, du coup, voilà, je savais où je mettais les pieds, j'avais totale confiance en Armel. Et donc bah, voilà, ça s'est lancé comme ça, mon début d'associé Art Atlantique. Et en même temps de ça, vu que c'était une ouverture de cabinet, le temps que la consultation prenne bien, on m'a trouvé une place de salarié à Ophtaliance, donc les ophtalmos de la clinique Jules Verne notamment. Et donc là, je garde toujours une activité de salarié un jour par semaine où je travaille dans le laboratoire d'exploration fonctionnelle avec le docteur Méniel, qui est neuro-ophtalmo. Voilà. D'accord. Là où il y avait le docteur Zanongui avant. Ouais, Voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'ai 4 jours libéral hors Atlantique et puis un jour de salarié en neuro-ophtalmologie. d'accord. Donc voilà. En parallèle de ça, donc comme tu disais dans la présentation, en 2019, quand je me suis lancé en libéral, il y a eu une formation qui s'est faite pour être classificateur déficient visuel dans l'handisport. Donc c'était organisé par la Fédération française de handisport à Paris, en collaboration avec le docteur Schall, qui est classificateur international.
Et donc là, c'était une classification pour qu'on puisse, nous, orthoptistes, devenir classificateurs nationaux. Donc, c'est pour les athlètes français, faire en sorte qu'on puisse déjà faire un tri par rapport à voilà, tout ce qui se passait jusqu'à là en e-sport. Ceux qui nous les envoyaient à la base, c'est vrai qu'ils n'étaient pas trop au courant dans quand est-ce que les gens vont pouvoir être considérés comme éligibles en e-sport, dans quelle catégorie ce serait. Et donc, voilà, on a été 6 à être formés à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'autres formations depuis, donc on est toujours 6 à faire ça. Bon, je crois qu'on est plus que 5 d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui a arrêté. Mais donc, du coup, depuis, on reçoit régulièrement des mails de la Fédé pour nous demander notre avis sur le champ visuel, sur l'acuité visuelle des athlètes, pour savoir s'ils sont éligibles ou pas à être en compétition handisport, et après, dans quelle catégorie, parce que différentes catégories, B1, B2, B3, bon, après, il y a des On va en parler, tu dénominations vas qui nous changent en expliquer tout fonction ça. du sport, On va rentrer dans le mais on détail. se verra plus tard. Hein, c'est ça, ouais, ouais, avec plaisir. Donc, du coup, si on reprend depuis le début, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité devenir orthoptiste? C'est que depuis toujours, j'ai voulu faire dans le médical ou paramédical. Et puis, comme tout le monde, après le bac S, je me suis dit, bon, on va se lancer en médecine. Voilà, parce que je ne savais pas où aller. Et puis, j'ai fait une première année que j'ai loupée. Et donc, en deuxième première année, je me suis dit, ce serait bien que j'aille voir un peu ce qui se passe dans le paramédical, parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, je suis allé voir des kinés, des ostéopathes, podologues, ergo. Et puis, donc, je suis tombé sur une orthoptiste du côté de chez mes parents à La Baule, Sophie Gruet, qui a accepté de me prendre en stage pendant 3 semaines. Donc, c'était super sympa. Et donc, je ne connaissais pas du tout l'orthopsie, j'avais juste vu sur la dernière page des bouquins de formation, parce que l'orthopsie, c'était pas très très connu. Et donc, j'ai adoré en fait ce stage-là, et je me suis dit, je veux faire orthopsie, et puis donc, c'est là que j'ai passé le concours, et puis que je l'ai eu, et D'accord, voilà. super. Et donc, du coup, alors, on va passer rapidement, évidemment, sur ta période de salarié, qui est assez classique Hum, finalement. ouais. Et là, donc, du coup, 2019, tu deviens associé d'Atlantique. Est-ce que tu veux nous réexpliquer Atlantique, c'est quoi, même si on l'a déjà vu avec Nadja et Armel, nous réexpliquer un Ouais. petit peu quel est l'objectif de ce groupement d'orthoptistes? Bah oui, comme tu dis, c'est un regroupement d'orthoptistes, donc on est tous libéraux au sein d'Ortho-Atlantique. Là, pour moi, par exemple, c'est une ouverture de cabinet. Donc, j'avais déjà 35 ans, se lancer dans l'ouverture d'un cabinet, voilà, fallait faire des démarches auprès de la banque, voilà, c'était des investissements à faire. Et là, le fait d'être avec Ortho-Atlantique, directement, en fait, c'est Ortho-Atlantique qui prend en charge l'ouverture du cabinet. Et donc, moi, j'avais plus qu'à poser mes valises. Et Bon, ouais, eux, ils ont évidemment, j'ai déjà. participé à l'ouverture, j'ai démarché, et voilà, évidemment, j'ai été actif dans la création du projet, hein, parce que c'était mon projet à la base, donc on m'a Mais, laissé mais eux, ils ont déjà les les clés. process, les contacts, etc. Donc, ça facilite énormément, forcément. C'est ça. Et puis, comment on s'y prend au niveau comptabilité, enfin, voilà, ça, c'est un de mes points faibles. Armel pourra être d'accord avec moi. Et donc, tout ça, en fait, j'ai été bien accompagné par Horta Atlantique, hein, par tous les associés qui étaient déjà présents. Et donc, moi, ça m'a permis d'avoir, oui, en effet, des contacts plus facilement, et puis de savoir comment j'allais procéder. Et puis, le fait qu'on se soit mis d'accord avec Armel déjà à la base, qu'on allait faire du sportif ensemble, voilà, c'était assez moteur. Armel avait déjà eu des contacts avec le Sénat, donc encore mieux pour moi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ce regroupement permet, dans l'ouverture de cabinet, voilà, d'avoir un cabinet clé en main avec l'équipement qu'il faut et de lancer directement sa consultation et dès les premiers mois, réussir à avoir un salaire et de ne pas se retrouver dans le dur financièrement. Parce que voilà, même si. euh, et puis en fait, en plus, ce qui s'est passé, c'est que vu que le cabinet venait de s'ouvrir, on a réussi à me trouver un côté salarié, donc, qui m'a permis d'assurer un salaire correct d'entrée de jeu. Donc pour moi, c'était une énorme sécurité d'être à Atlantique. Et puis derrière, c'est des échanges de connaissances. Comme je disais, il y a le côté installation qui est pas évident, mais aussi quand on se lance en libéral, qu'on a des cas cliniques qui viennent, on sait pas. Voilà, on commence, hein. Donc même si j'en avais fait avec Corinne Grand auparavant, ça n'empêche qu'il y a toujours des cas particuliers sur la base vision, sur du neurovisuel ou de l'astrabologie. Il y avait toujours un des associés qui était bien formé pour tout ça et qui nous permet de nous former en fait en plus. Donc plein d'échanges, on se retrouve pas tout seul dans son coin, on est vraiment un groupe.
D'accord. Voilà. Concrètement, je ne l'avais pas vu avec Nadja et Armel. Vous communiquez sur le fait que, parce que j'imagine que c'est toi qui encaisses ton propre chiffre d'affaires ou c'est sur la société Haute-Atlantique? Alors au début, quand on est au collaborateur, oui, c'est nous qui encaissons le chiffre d'affaires et après on fait des rétrocessions auprès d'Atlantique. Et après, une fois qu'on devient associé à Atlantique, à ce moment-là, oui, parce que les encaissements se font sur le compte Atlantique et après on a une rétrocession, voilà, C'est ça. en Et fonction tu du peux nous chiffre donner une d'affaires. idée du pourcentage qui est pris par Atlantique pour, ou ça dépend des fois? Il faudrait mieux demander à Hermès, parce que ça dépend des Ouais. fois, ouais. Ça dépend Ouais, du ouais, ça matériel, dépend des j'imagine, chiffres mis à d'affaires, ça dépend, disposition. ouais, c'est Ouais. ça, des D'accord. investissements, des choses comme ça. Donc, ouais, Ok, très bien, là-dessus, je vais pas super. pouvoir t'aider. Ouais, sans problème. Sans problème, et tu n'es pas là pour ça. De toute façon, on a bien compris que tu n'étais pas comptable. Euh, C'est ça, on est là pour exactement. parler de ton diplôme hein, obtenu, qui est pas courant, le diplôme Hein, de classificateur national handisport. c'est ça? Tu as commencé à nous expliquer, ça permet donc de prendre en charge les patients, on va dire, sportifs qui veulent, j'imagine, faire valider leur degré d'handicap, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, voilà, ils ont tous une déficience visuelle à base, mais c'est vrai que par exemple, dans certains cas qu'on m'envoie de la part de la Fédé, je vais avoir une personne qui va être amblyopes d'un œil. Donc, par exemple, imaginons, il voit pas d'un œil, mais de l'autre œil, il est à 10 dixièmes. La Fédé, jusqu'à là, ils disaient, bah, est-ce qu'il est éligible au handisport ou pas? Ouais, Ah, bien sûr que non. ouais, Voilà. forcément. Et donc, bah, c'est à partir de là que ce s'est construit pour qu'on puisse, nous, directement sur un dossier, voir en fonction du déficit du champ visuel et ou de l'acuité visuelle, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux ensemble, c'est ce qui va nous donner des indices pour savoir dans quelle classification on va les mettre en fait. D'accord. C'est pas un peu étonnant parce que l'ophtalmo, lui, quand il va avoir, quand le patient va souhaiter demander à la sécurité sociale, notamment, une prise en charge de son handicap, hein, parce on sait Hum, on peut avoir pas une rémunération, mais en tout cas une somme à louer tous les mois ouais, des au titre indemnités, du ouais. handicap. C'est donc l'ophtalmo qui va gérer ce dossier. On appelle ça un dossier MDPH. Et Ouais. comment ça se fait qu'il va pas légèrement plus loin? Parce que le champ visuel, il a déjà tout finalement. Mais il y a souvent beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on a beaucoup de dossiers qu'on traite directement par mail. Mais les ophtalmos sont pas forcément au courant des possibilités de faire du handisport en fait. D'accord. Donc, et puis le côté législation par rapport à QTISL ou par rapport au champ visuel, c'est pas bien connu, ouais. Donc, il y a beaucoup d'ophtalmos qui n'ont aucune notion de ça. Donc voilà, D'accord. donc nous on est là déjà pour ce côté. Après évidemment, il faut que l'ophtalmo fasse son contrôle, savoir s'il est quand même éligible à faire du sport, parce que certains ont en effet des déficiences visuelles, mais en plus ils ont le globe qui est quand même fragile, où là il y a des contre-indications à la pratique du sport. Donc ça c'est le côté ophtalmo, et nous on donne justement dans quelle classification il pourrait être, et ça après c'est l'ophtalmo qui va compléter les dossiers officiels, quoi. D'accord. Alors, il y a jusqu'à là, alors si je dis pas de bêtises, il y avait le docteur Zolangui qui fait ça, et puis donc le docteur Chal sur Paris qui fait ça aussi en France. D'accord. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est pour ça on est là pour. Nous on est à 5, on est pas mal, on est plutôt bien répartis dans la France. Ouais. Donc ça nous permet voilà, d'essayer d'aiguiller au mieux tous ces prétendants à être dans le handisport, ouais. C'est ça Et parce ça que m'arrive du coup, quand je fais des bilans en basse vision, de parler aussi du handisport, parce que certains n'étaient pas au courant. Là, j'en ai un, là, Tanguy, qui fait notamment du 1500 mètres, bah, qui n'était pas au courant qu'il pouvait être éligible au handisport. Donc, le fait de pouvoir lui dire ça, en fait, ça lui a bien changé sa vie, ce qui a été pris au Krebs de Bordeaux, suite à la consultation. Et donc, c'était top, ouais. d'accord. Donc, C'est vrai que il y a un gros manque de connaissances sur tout ça, ouais. tu as senti une nouvelle demande depuis les JO? Pas de, enfin, oui, là, en fin d'année, on a eu pas mal de demandes diverses et variées. Après, est-ce qu'il y en a eu, je sais pas, non, difficile à dire, il faudrait qu'on en reparle avec les collègues. Je sais que j'ai des collègues, notamment Chloé Clavel, qui avait travaillé sur Paris, elle a eu pas mal de demandes dernièrement. Donc, D'accord. ouais, ouais, après, de là à parler un effet JO, je sais pas, peut-être Ouais. pas. C'est des cycles, hein. Donc, des fois, on D'accord. n'en a pas, puis d'un coup, on se retrouve avec plusieurs dossiers. Donc, Ok. c'est assez variable. Et donc, du coup, Ouais. c'est pas difficile de t'entendre d'expliquer qu'ils ne sont pas éligibles. Ils ont peut-être rêvé de pouvoir aller aux JO ou au championnat du monde, ne Ouais. serait-ce que. Ça, c'est le côté un peu compliqué parce que c'est vrai que de base, on signe pas trop pour ça. Mais c'est vrai que bah, on doit bien annoncer des mauvaises nouvelles, des fois de dire bah, vous voyez pas bien, mais vous voyez trop bien malgré tout pour être éligible
au handisport. Et ça, c'est toujours une conciliation un petit peu compliquée. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, Mais bon, courageux de ça, ta part. Et en tout cas, c'est bien que, évidemment, tu puisses faire ça, parce que ça change un petit peu, j'imagine. Euh, ouais. la prise en charge de sportifs, maintenant, Ouais. raconte-nous un petit peu dans quelle mesure, parce que j'imagine que au FC Nantes, il y a des professionnels hein, elle nous l'avait expliqué, Armel, qui souhaitent travailler souvent sur leur champ de visuel. Donc, vous avez un C'est ça. matériel particulier. Raconte-nous Ouais. un petit peu ça, comment ça se passe. En fait, à chaque fois qu'on voit un athlète, on commence toujours par un bilan orthoptique. En fait, on fait souvent la consultation en deux temps. On fait le bilan orthoptique, comme tout à chacun, où on va quand même bien vérifier, notamment les poursuites, les saccades, les amplitudes de fusion, le champ visuel neurologique qu'on va quand même tester. Enfin, on le fait en binoculaire, savoir s'il n'y a pas des atteintes, notamment par d'éventuelles commotions cérébrales qui seraient passées inaperçues et des légères atteintes en fait au niveau du champ de vision. Parce que je me souviens qu'Armel On va nous regarder disait aussi. Armel nous disait que des fois, il y avait des joueurs étrangers qui avaient été Ouais, mal pris en charge, ou pas pris en charge du tout d'ailleurs pour leur pas pris en vision, charge. et Ouais, à c'est qui ça. on trouvait finalement des choses assez classiques que l'on trouve en France quand on est très très jeune, mais que eux finalement n'ont jamais été dépistés. Ah oui, oui, pour redonner un exemple, un des joueurs que j'ai pu voir, le premier que j'ai pu voir, je lui cache un œil, je lui demande de lire les lettres et il me dit, bah non, mais tu m'as caché mon œil, je vois pas. Ah, d'accord. Et en fait, du coup, on a fait un contrôle sous skiacol avec l'ophtalmo, parce qu'on a des ophtalmos partenaires. Et donc, oui, oui, il y avait une bonne amblyopie sur un astigmatisme fort. Et ça n'avait pas été débusqué à la base. Donc, ils ont fait une acuité visuelle en binoculaire, ils n'ont pas fait pareil. Ouais, Et donc, depuis, je pense qu'ils le font j'imagine. à l'entrée. Mais c'est vrai que du coup, on lui a mis une correction optique, plus une lentille sur le terrain. Et quand je l'ai revu quelques mois après, il m'a dit, bah, en fait, je me rends compte que j'avais toujours mal à la tête avant de t'avoir vu, mais c'était tellement quelque chose de Ouais, normal pour lui que c'est une fois qu'on l'a soulagé qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des maux de tête en permanence. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a une handballeuse aussi que j'ai pu voir avec une paralysie ocumotrice du cadre, une paralysie congénitale qui est compensée très bien parce qu'elle était jeune et sportive, ultra tonique. Mais j'imagine que son cas sera peut-être opérable dans quelques années, quoi. d'accord. Ouais. Et donc, on lui avait jamais dit. Et donc, c'est des choses sur lesquelles elle compense. Mais ça peut créer des tensions au niveau cervical, dorsal, voilà, la tête un peu sur le côté. Donc, il y a des choses qui nous surprennent. Ouais. Donc, ça doit être des athlètes de haut niveau, ils ont des problèmes comme chacun. Donc, on retrouve des incidences de convergence assez régulièrement. Les lunettes, ça, oui, comme beaucoup, surtout que les sportifs, en dehors du terrain, sont quand même beaucoup devant les écrans. Donc, nous, on a pris quand même l'habitude de leur mettre au moins des lunettes devant les écrans pour la lecture, voilà, pour essayer de soulager l'effort accommodatif et, euh, et donc diminuer les tensions possibles sur les chaînes musculaires. Parce qu'il y a un lien entre les chaînes musculaires, entre l'effort accommodatif et l'effort de convergence. Donc on aime bien mettre au moins la paire de lunettes en dehors du terrain et puis rééduquer la convergence s'il y a besoin, quoi. Déjà pour beaucoup. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Et puis par rapport, comme je disais, je sais pas si c'était en off ou pas, par rapport aux commotions cérébrales. Ouais, alors, si je reviens juste, là on a vu le dépistage, Oui, dépistage d'éventuellement de pathologies assez classiques finalement. ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu en viens maintenant au côté beaucoup plus technique où on va améliorer la performance du joueur? Par Ouais. quel biais ça se fait ça? En fait, on avait commencé à la base, on s'était formé avec Armel sur l'iMotion. Ouais. Donc, c'était une machine développée par Nicolas Marchais, qui est orthoptiste dans le sud de la France et donc qui a lancé sa société. Et donc, cette machine est assez complète parce que c'est vrai qu'elle nous permettait de travailler sur les prises d'informations périphériques. Voilà, ça propose des images sur les côtés, en fait. Et donc, on va aller de plus en plus vite, de plus en plus d'images, en fait. Et donc, il va falloir que les athlètes nous disent ce qu'ils ont perçu sans bouger les yeux. Et on travaille aussi sur la prise d'information centrale. Donc, alors, si je reviens sur le périphérique, ça va aider pour donner un exemple concret. Mm. Un joueur de foot, il va être avec le ballon, il va voir un coéquipier qui passe rapidement sur le côté. Je fais une passe à l'aveugle. Des choses où ils vont dire j'ai eu un ressenti de Ça. voir de quelque chose. En fait, on peut travailler sur cette prise d'information pour qu'il soit plus réactif, en fait. Donc La ça, c'est vista, vraiment la vista, la c'est ça. vista. C'est ça. Ouais, le fait de ressentir la chose, au lieu de les ressentir, là, on fait en sorte qu'ils
qu'ils perçoivent vraiment, D'accord. qu'ils soient plus vigilants en fait. Parce qu'en soi, on va pas augmenter le champ visuel est ce Ouais, qu'il est. c'est ça. Donc c'est vraiment de l'attention visuelle périphérique. Et donc réussir à switcher après, pendant un match, est-ce que je vais être plus attentif au centre, en périphérie, en fonction des notions de jeu en fait. D'accord. Donc on va travailler sur cette périphérie. Et en centrale, par exemple, pour rester sur quelque chose de très concret, un joueur qui va devoir faire un centre, il va regarder extrêmement rapidement la surface de réparation, il va revenir sur son ballon. Mm. Pendant ce laps de temps, il aura regardé la surface, combien il y avait de coéquipiers, combien il y avait d'adversaires, où ils étaient placés, et quelle sera la meilleure décision à prendre. Et donc, c'est cette prise d'information qu'on travaille pour qu'ils aillent percevoir le maximum d'éléments et qu'ils prennent les meilleures décisions derrière, en fait. D'accord. Voilà. Super. Et après, on va travailler sur les temps de réaction, on va travailler Et parce qu'on le sur voit la dans tous les, on le coordination. voit dans tous les sports. Moi, je suis un grand fan de la série Formula 1, Formula One Ouais, sur Netflix. Et on le voit, il travaille ouais. beaucoup, ça. Hein. Ils Par les travaillent beaucoup sur les temps de réaction, les pilotes de Formule 1. Ouais, Ouais, ouais. J'ai encore vu, il y a un reportage d'Esteban Ocon qui est sorti il y a 3 jours. Hein. d'accord. J'ai regardé Je, ça. je Et regarde. donc, ils travaillent beaucoup, beaucoup ouais, sur les temps de réaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on va adapter en fonction des sports. C'est vrai qu'il y en a, on va travailler plus le temps de réaction, d'autres chez qui on va travailler, bah, les footballeurs, on va travailler sur ces prises d'information, comme je te disais. Chez les tennisman, parce que je vois beaucoup un tennisman depuis un an, on va travailler sur la fixation de balle, sur les mouvements donc de poursuite, de saccade, en laissant le mouvement de tête. Par contre, je ne vais pas travailler trop dans les extrêmes. Ok, Je laisse le geste naturel se faire. Et je travaille aussi beaucoup sur la vision stéréoscopique, sur la vision de la 3D, en fait. d'accord. Faire en sorte voilà, qu'il aille mieux se placer par rapport au terrage de la balle dans l'espace. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup insisté. Donc ça, c'est plus de l'orthopsie classique au final, hein, parce qu'on va revenir sur des examens d'orthopsie, de vision stéréoscopique, qui est le 3e degré de la vision binoculaire. Donc ça, on va vraiment le travailler à fond, à fond, à fond, pour qu'ils perçoivent le mieux possible la balle dans l'espace. Et ça, j'ai beaucoup de retours positifs sur ce genre de rééducation. Ouais. D'accord. Et Donc, donc, du coup, j'en reviens toujours aux finances. Hein, c'est un biais de ma part. Il y a une prise en charge Sécu ou alors tu es vraiment hors nomenclature sur ce coup-là? quand je fais de la rééducation de la convergence, parce que je vois qu'il y a une insuffisance de convergence ou une atteinte de la vision stéréoscopique, oui, là, je fais sur une séance de rééducation d'insuffisance de convergence classique qui est prise en charge. D'accord. Par contre, dès qu'on va travailler à une notion périphérique ou centrale, voilà, bah ça, oui, on reste sur du nomenclature. Ça, c'est le Logique, côté qui est pas. Mais c'est normal, parce que c'est pas du soin, donc c'est de l'optimisation visuelle. bien Donc sûr. c'est normal que ce soit en nomenclature, ouais, clairement. D'accord, très bien. Et tu allais nous parler en tout cas de rugbyman cette fois. Qu'est-ce que tu leur fais au rugbyman? Alors, rugbyman, alors sur Nantes, on n'en a pas des masses. Il y a un club, hein, mais bon, pour Ah d'accord, l'instant, on a. ah d'accord, j'ai pas compris parce que c'est vrai que j'ai fait une association Non, très bête. c'était dans le J'ai sud de la associé la. France que j'ai vu que Ouais, ça se faisait beaucoup chez Rugbyman, d'accord, justement. Euh, bah, je sais que eux, bah, ils vont travailler bah, un peu comme on fait avec les footballeurs, et puis bah, ils vont aussi faire tout ce qui est suivi par rapport aux commotions cérébrales, parce qu'il y a des protocoles de commotion cérébrale. Il y a notamment une formation que j'ai pu passer, qui est un truc tout bête à faire, c'est sur Internet. Euh, c'est le World Rugby Fédération, je sais pas quoi. Et il y a une formation à passer sur la prise en charge des commotions cérébrales déjà aux abords du terrain. Mais en oui, fait, ça donne pas mal de petites notions sur la commotion, qu'est-ce que c'est, et comment prendre en charge tout ça. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent s'intéresser à ça, bah déjà, ce petit test-là, c'est vraiment sympa. Bon, il faut connaître l'anglais, mais sinon, c'est vraiment une bonne petite formation, entre guillemets, parce que oui. c'est du rapide. Mais voilà. Donc, nous, par rapport à ces commotions cérébrales, d'ailleurs, alors bon, tennisman, évidemment, je vais pas trop. Mm, Il y a peu de risques, bon, c'est même ça? si. C'est c'est déjà arrivé. D'accord. Mais non, c'est surtout par rapport aux footballeurs, en Oui, bilan, justement, dans le bilan orthoptique de pré-saison. Si on peut enregistrer les mouvements de saccade, les mouvements de poursuite, voir si l'accommodation est normale et voir au niveau de la convergence quelle valeur on a. Si jamais il y a une commotion cérébrale derrière, c'est bien de retester et voir s'il y a des différences entre avant et après. Parce que dans certains cas de commotion cérébrale, il peut y avoir des atteintes à ce niveau-là. Donc nous, après, on peut aller aider en rééduquant voilà, petit à petit sur des séances assez soft, hein, quand même, faut pas forcer trop fort, mais en voyant assez régulièrement, en essayant d'augmenter petit à petit jusqu'à temps de revenir sur les valeurs antérieures au niveau de ces valeurs d'amplitude de fusion, par exemple, pour notamment donner notre avis sur un éventuel retour sur le terrain, quoi, en fait. d'accord, très bien. Et donc Et du coup, après, ça, là-dessus. Mhm. Ouais.
Et donc, du coup, ce travail avec les sportifs, les handisportifs, ça représente quel volume de ton activité globale? Bon, c'est difficile à chiffrer. Ça reste, comme disait Nicolas Marchais, ça reste la cerise sur le gâteau quand même. D'accord. J'ai quand même, voilà, on va dire 90% de ma consultation, c'est de la consultation classique. Et donc, le jeudi matin, je réserve ma matinée aux sportifs. Et après, bah, pour les commotions cérébrales, bah, du coup, ça commence à se savoir un petit peu. Donc, dans ma consultation du reste de la semaine, ça arrive souvent que j'ai des sportifs amateurs qui aient des commotions. Et par rapport aux médecins que je connais, ça commence à se savoir. Donc, ils me les envoient pour des bilans. Donc voilà, mais oui, de base, le sportif de rééducation, c'est jeudi matin. Et puis, classification d'e-sport, bah, ouais, c'est par période, mais c'est beaucoup de traitements le soir sur les mails que je reçois, en fait. D'accord. C'est plus sur Du dossier, c'est moins du présentiel. bah, c'est ça, ouais, parce que bah, si on les voit en présentiel, c'est vraiment qu'il manque des examens et qu'ils sont dans le coin, parce que bah, du coup, vu qu'on n'est pas nombreux, ça peut venir de très loin. Donc là, on va faire sur un bilan basse vision, en fait. Ouais. Euh, Mais oui, ça, c'est pas extrêmement fréquent. C'est plus du bénévolat quand même dans l'ensemble que, que quelque chose D'accord. à chiffrer, hein. D'accord, très bien. Ok, parfait. Ben, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Oui, on a En tout parlé cas, pas moi, mal ça me de va très choses de bien. vérité. Si jamais il y a des sportifs et Après, des handisportifs qui nous écoutent, eh ben, ils savent que tu pourras les aider, que ce ouais, c'est soit ça. dans la rééducation ou dans Ouais, dans l'amélioration des comportements. ouais. Ça me paraît très, très intéressant. Dernière question. Alors, c'est Hum, une question qui n'a rien à voir, hein, mais qui, moi, me paraît assez logique. Je trouve que pour te raconter, quand j'accompagne un ophtalmologue et que je l'aide à s'installer, souvent je vais hum. lui expliquer que l'idéal est que lui ne voit pas les enfants en première intention et qu'il laisse la première intention, le bilan orthoptique du coup, aux orthoptistes de façon à ce que lui finalement puisse ne voir qu'il ne voit pas de petits patients sains finalement, mais que des patients qui on va avoir besoin d'être accompagnés, quoi. Qu'est-ce que tu penses D'accord. de ce principe-là? Bah, c'est des enfants de quel âge que tu... Ah, très jeune. Souvent, Très on jeune. va voir le cas typique, c'est la maman qui se réveille au mois d'août et qui dit, tiens, ben, mes Hum. trois enfants, ils ont rien, mais on va les faire un petit rendez-vous chez l'ophtalmo pour voir. Et moi, j'ai Oui, l'impression que aller voir un orthoptiste est plus judicieux. bah, pour commencer, oui, pour un dépistage visuel, savoir s'il y a une amblyopie, savoir s'il y a un problème voilà, important, on va dire. On est bien, on est là pour le dépistage. D'ailleurs, il y a l'accès direct maintenant pour les orthoptistes. Alors, je ne connais plus les âges exacts. C'est à partir Et du moi non 9e plus. mois. Après, il y a un trou Oui, jusqu'à 5 c'est ans, ça. de 12 mois, un truc comme Ouais, ça. Donc ça, pour le dépistage, c'est très bien. J'en fais aussi à mon cabinet, hein, d'ailleurs, hein. Après, dans tous les cas, moi, ce que je conseille quand même, c'est en entrée de petite section, faire un contrôle ophtalmo malgré tout pour d'accord. vérifier la rétine, parce que c'est vrai qu'on va pas faire de contrôle de la rétine. Donc moi, j'aime bien qu'il y ait Ah quand oui. même être sûr, parce que t'as beau ne pas avoir d'amblyopie, on sait jamais, il peut y avoir enfin voilà, une cicatrice de toxoplasmose ou je ne sais quoi. Donc c'est bien que ce soit vu par l'ophtalmo à 3 ans, à 6 ans et en entrée de sixième. Moi, voilà, c'est les trois âges auxquels je conseille vraiment de passer par l'ophtalmo. Après, oui, avant les 3 ans, à partir du 9e mois, faire un bilan orthoptique pour déjà orienter, savoir ce qui se passe, c'est bien qu'on soit là, ça c'est clair. Après, là, je vois, à partir de jeudi prochain, je vais aussi faire du dépistage, bah, justement le jeudi matin. Donc, je vais mettre les sportifs un peu de côté sur 3 semaines, où je vais faire des dépistages directement dans les écoles, D'accord, super. de petites sections et très-petites sections. Donc, près de Nantes, là, entre Génial. Saint-Luc et Robotro, ça Bah, s'appelle. eh ben, écoute, j'ai appris quelque Donc, chose, tu vois. La visite chez l'ophtalmo, 3, 6, 9 ans, pour vérifier quand même, même si... disons, ouais. D'accord, ok. Ouais, j'aime bien conseiller ça, ouais, parce que voilà, l'entrée en petite section, le CP, c'est vrai que c'est le début de l'apprentissage de la lecture. Et puis, bon, en sixième, c'est un dernier petit contrôle histoire de voir si tout est dans la norme, quoi. S'il Ok. n'y a pas de, Ouais, de choses particulières avant, évidemment, hein, ça, bien voilà. sûr, bien sûr. Dans un cas normal, en contrôle systématique, c'est pas trop prenant pour les parents de faire 3 contrôles comme ça. Et puis, bah, le reste, oui, l'orthoptiste peut largement faire. Voilà, Parfait. le dépistage, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
Bon, mais écoute, merci beaucoup Marc pour toutes ces informations. Je crois qu'on Avec en a plaisir. appris beaucoup. Et puis, J'espère. je te dis peut-être un épisode 2, hein, si jamais tu venais à avoir des cas un peu particuliers intéressants, compile-les Ouais. et comme ça, tu nous feras une petite revue, sans Je, citer les je noms ferai évidemment. des petites notes en fonction des sportifs, des différents C'est ça. sports. Si un jour tu es un champion du monde ou que tu as aidé à devenir champion du monde, n'hésite pas, mais de l'autre côté, on en parlera. On sait jamais, on verra. Ouais, ouais, Super. exactement. Merci Marc, à Bah, merci bientôt. pour tout, Sébastien. Avec C'est super plaisir. sympa. Et puis, bah, au plaisir pour un numéro 2. Super, à bientôt. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Le métier d'orthoptiste est vraiment passionnant du fait de l'infinité de facettes qu'il peut revêtir. Il est possible, avec la même formation, d'avoir une activité très différente de celle de ses confrères. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro.